Alors, en 2008, Robert Lepage présente la dernière mise à jour de La Damnation de Faust, un opéra qu'il monte au New York Metropolitan. Depuis sa grande première au Japon en 1999, cette œuvre de Lepage s'est inscrite dans un mouvement d'adaptation en continuité avec l'évolution des technologies numériques, cherchant ainsi à intégrer au dispositif scénique une machinerie toujours plus sophistiquée. L'opéra était alors marqué des valeurs de l'ancien et du nouveau, et ce de manière simultanée, puisque cette reconversion plurimédiale, même intermédiale et encore hypermédiale de l'opéra de 1846 de Berlioz ramenait au contemporain ses représentations du passé, tant par son contenu que par la complexité grandissante de son dispositif technique et de sa mise en scène. Curieusement, bien que l'intégration des technologies numériques rendait la scénographie de plus en plus étroite et précise, le public de Lepage, lui, s'agrandissait. Presque comme si le dramaturge avait conclu un pacte diabolique avec le numérique pour ensorceler le public. Pour le poète russe Pouchkine, le mythe faustien constituait une Iliade de la vie moderne, car il est imprégné d'un rejet aporétique et contingent de discours totalisants. Goethe, quant à lui, l'a décrit comme une production incommensurable, qui devait à la fois mettre en scène le destin d'un individu dans un poème universel et soulever un débat métaphorique puisqu'il se situait dans le nœud complexe de la vérité et sa médiation techno-culturelle. Le mythe de Faust évoque un imaginaire qui a depuis longtemps dépassé les formes de son origine. Depuis le Faustbuch de Johann Spies, daté de 1587, l'histoire a subverti les normes culturelles et les contraintes génériques. De nombreuses versions du récit existent, mais bien qu'elles diffèrent, on peut bêtement résumer que Faust est un intellectuel orgueilleux qui décide de faire un pacte avec le diable pour acquérir toute la connaissance du monde. Le Faust de Goethe de 1832, particulièrement, nous est présenté comme une tragédie, mais contient aussi un large éventail de formes littéraires, allant du prologue métathéâtral à la prose, aux variations rythmiques, passant par l'intégration de chansons et de libretti d'opéra. Comme le précise Cathy Röttger, le mythe faustien a toujours constitué une sorte d'histoire des médias, dans le sens où la quête du savoir ultime s'allie d'abord avec l'utilisation en continu et évolutive des dispositifs techniques disponibles ou même imaginables. Cette recherche du savoir est également et conséquemment réfléchie dans les pratiques d'écriture de l'œuvre, qui est passée de l'état donné par la transmission orale jusqu'aux formes contemporaines de ces manifestations culturelles et artistiques. Bien plus donc que de débattre de la généricité littéraire ou médiatique, il est ici question pour nous de traverser l'intermédialité inhérente à l'opéra de Lepage, pour se saisir plutôt de son hypermédialité et ainsi révéler la constitution d'un réseau de signification réfléchissant sur les vertus du numérique aujourd'hui. Alors, l'interprétation du motif faustien livré par l'opéra de Robert Lepage est saillante. Le mythe semble être une source d'inspiration artistique inépuisable et devient, entre les mains de Lepage, un tremplin pour produire une scénographie expérimentale ou hors norme et aussi l'occasion de revenir au texte source de La Damnation. La scénographie relève de la pratique d'écriture des arts de la scène. C'est une écriture qui s'inscrit sur plusieurs plans, soit le texte, la mise en scène, l'architecture, la musique, et j'en passe, mais surtout qui conçoit un dispositif spécifique pour l'espace et le temps de la production. Lepage monte sur scène une structure en métal couvrant la totalité du mur du fond. Elle est composée de 24 cadres qu'il qualifie lui-même de gigantesques livres d'images. Il utilisera cette structure comme de multiples écrans ou encore comme plusieurs fenêtres à travers et sur lesquelles il peut générer des variations vraisemblablement interminables d'un motif choisi. Cette structure n'est pas seulement un élément de décor, mais bien un outil qui servira à moduler l'espace en autant de lieux et à fractionner le temps en de multiples mouvements. La structure permet sur le plan narratif et descriptif un rabattement de l'espace et du temps sur le plan visuel. Elle devient un support pour les objets numériques et se mute pour les besoins de l'œuvre. Elle se transforme en ville où peuvent marcher des gens ou encore devient un écran qui module les fréquences de la voix chantée. Les images numériques projetées à l'intérieur des cadres permettent aux dramaturges de construire une scénographie malléable
Lepage s'inscrit dans un mode de pensée hybride qui est traversé par les formes de plusieurs médias, ce qui marque son œuvre d'une attitude très particulière par rapport au concept de l'octorialité. Bien que le dispositif scénique mis en place par Lepage ait été continuellement mis à jour, ce mouvement constant des formes révèle surtout l'esprit modulable des propositions du metteur en scène. En transformant l'espace de la scène en, on cite, « Magic Casement of Living Collage », Lepage juxtapose des images de synthèse à la musique, donc à l'orchestre, et à la tonalité, à l'ondulation, au sifflement ou encore au rythme de la voix. Le dispositif numérique arrive à rendre en temps réel l'expérience de la performance, puisqu'il est tout autant performatif. Les micros mesurent et enregistrent les données sur la voix, et la musique de l'orchestre et ses sons sont transcodés par le dispositif et sont transformés en images sur l'écran. Un programme de lumière infrarouge et de caméra capte les mouvements des chanteurs et de l'orchestre, les transformant ainsi parfois en double, mais aussi en figure, comme un vol d'oiseaux pixelisé qui se meut selon les modulations de la voix. En fait, ce qu'on voit sur l'écran, c'est vraiment une reproduction des modulations, des ondulations, des sons qui sont transformés en oiseaux qui s'envolent selon le rythme. Peut-être que celui-ci, vous allez mieux le voir, parce qu'encore il est possible de voir ce phénomène-là en regardant s'enflammer en fait la soprano qui chante aussi d'amour l'ardente flamme. Même sous une forme très rudimentaire, qui peut être en apparence très simple, pas comme ceci, les arts de la scène ont toujours traduit une intensité assez dense, résultant de la confrontation de différents systèmes sémiotiques, des différents ordres de langage présentés en salle et devant le spectateur. Le spectateur est alors saisi par cette tension qui génère des ambiguïtés, qui stimule sa pensée associative. Marvin Carlson nomme ce phénomène « a consciousness of doubleness », la conscience du double, qui revient à dire que les arts de la scène renvoient directement à une forme de réflexivité. Chaque production rend compte tout aussi bien de l'écriture scénique, de la mise en place d'un dispositif complexe qui s'inscrit à la fois dans la fictionnalité de l'œuvre et dans sa performance en temps réel, que d'un phénomène fictionnel qui se produit devant le spectateur de manière très matérielle. On voit dans l'écriture scénique de Robert Lepage une très forte emprise des technologies numériques, ce qui amplifie les relations intrinsèques des signifiants scéniques. Le réseau des sens ainsi constitué est présenté au spectateur sous ce que le sémioticien Günter Kress nomme un ensemble de modes et que Bonnie Maranke appelle performance as design. Souligné par Kress comme la sine qua non in multimedial communication of informed, reflective and reproductive practice, la performance comme design nous procure des trajectoires de lecture sans imposer d'interprétation au spectateur, et en déplaçant aussi son attention vers les dimensions matérielles et processuelles de la signification. Je cite, « Design does not ask what was done before, how, for whom, with what. Design asks what is needed now, in this situation, with this configuration of purposes, aims, audience, and with these resources, and given my interests in this situation. » Le design tel que discuté par Kress nous permet d'approcher la damnation de Faust de Lepage comme une production fuyante et insaisissable. Il ne faut après tout pas oublier de mentionner qu'on discute d'une forme d'art qui est éphémère. Elle se déroule dans le temps réel sans possibilité de retour. Elle disparaît et cette expérience souligne son caractère insaisissable. Lepage capture cette expérience en la rendant de manière analogique par la mise à jour constante de sa production, en ajustant son dispositif technique à l'évolution des technologies numériques. Il marque l'imaginaire du mythe par celui du numérique comme une quête du savoir qui s'inscrit au-delà du récit et qui entre dans l'imaginaire contemporain. Il procède non seulement à une mise à jour de sa scénographie, mais aussi à un renouvellement ou à une réécriture du mythe. Lepage construit d'ailleurs un design qui est fortement marqué par l'immatérialité, l'insaisissabilité du virtuel, disons numérique.
Alors, le numérique renvoie à un système sémiotique qui s'inscrit dans une matérialité qui est décrite comme virtuelle et qui renvoie à un concept dont l'usage est double et également réflexif. Cet aspect est réfléchi de manière assez intéressante dans l'œuvre de Lepage. Le virtuel décrit un état de potentialité en philosophie, un stade insaisissable de la pensée qui se formalise comme abstraction. Pour le numérique, le virtuel décrit la matérialité des contenus numériques. Il décrit un objet, en quelque sorte. D'un côté, le virtuel renvoie à quelque chose d'évanescent et de l'autre à un objet bien présent. Pour Lepage, tout de moins visuellement. Pour Lepage, l'utilisation des technologies numériques permet de rendre compte à la fois de phénomènes qui sont impossibles à produire sur scène, dans une matérialité physique, voire des chevaux qui galopent, mais aussi elle renvoie également à l'abstraction présente dans le récit. Par exemple, Lepage utilisera des projections d'images, des jeux de lumière pour illustrer les nuances, même des séquences qui relèvent du domaine fantastique, de l'onirique ou de la pensée. Suivant l'adage que les nouvelles applications donnent lieu à de nouvelles perspectives, on pourrait donc bel et bien supposer que Lepage a conclu un pacte avec la technologie, non pas pour atteindre le savoir absolu, mais à travers une tentative continue à comprendre et communiquer le plein potentiel de la technologie. Éric Michulon nous rappelait dans son approche de l'intermédialité qu'il faut redonner à la technique sa place dans le système signifiant d'un discours, puisque c'est la technique qui a permis les ressources du logos. La double valeur contenue par le terme technologie ramène l'importance du dispositif dans les processus d'interprétation. Les transitions fluides de la scénographie numérique de Lepage génèrent une impression de successivité, même d'enchevêtrement sur le plan narratif, mais aussi sur le plan sémiotique, puisque tous les éléments signifiants sur scène semblent se constituer l'un par rapport à l'autre, la voix liée à l'image, etc. Pour Stefan Kramer, il est ici question d'un phénomène appartenant à l'hyperculture, soit à un environnement dans lequel tout peut potentiellement être mélangé, mais qui n'implique pas nécessairement l'absence de sens. L'hyperculture implique les valeurs de l'ancien et du nouveau, les inscrivant simultanément dans l'instant. Selon le sémiologue belge, André Albo, ce phénomène est nulle part plus manifeste que dans les arts de la scène, grâce à précisément leur capacité inégalée à assembler plusieurs dispositifs ou modalités, ainsi qu'à leur dépendance polysystémique aux analogies. De plus, si on ajoute à la discussion la notion de l'adaptation littéraire, comme c'est le cas pour l'œuvre de Lepage, les dites correspondances intersémiotiques semblent trouver leur dimension la plus évocative. La damnation montée par Berlioz en 1846 reprend le Faust de Goethe et souligne l'intérêt que tous deux partagent pour la science et la technologie. En même temps, et par contre, Berlioz s'accroche à l'esthétique de l'opéra romantique et à sa narration tragico-héroïque, privilégiant ainsi l'intuition à la rationalité et à l'idéalisation de la nature. On y perçoit une tension bien connue des opéras européens de l'époque où la fantaisie médiéviste entrait en conflit avec la vie ouvrière d'un continent qui s'industrialise alors très rapidement. Robert Lepage assoit son adaptation sur ce motif, mais marque cet ancrage encore plus nettement, de manière plus nette. Et là, je paraphrase un peu Lepage. Je suis toujours intéressée au quand un compositeur écrit. Berlioz travaillait dans le Paris du siècle des Lumières. Paris était le point de convergence où toutes les idées, convergeaient, où tous les gens sont devenus obsédés par les nouveaux dispositifs et croyaient très fort à la machine. L'opéra de Lepage se déroule conséquemment au milieu du 19e siècle et réfléchit l'attention à même son dispositif. Oui, l'ajout des technologies numériques dans la scénographie fait miroir aux enjeux évoqués par le progrès du 19e. Mais le dramaturge pousse l'expression du paradigme dans ce qui est peut-être une des scènes les plus remarquables de l'œuvre, où Faust, et Méphistophélès galopent vers l'enfer à dos de cheval. Ces chevaux sont bien sûr numériques. Je suis bien dans la bonne... on en a sauté une. Les chevaux. Faust et Méphistophélès galopent vers l'enfer à dos de cheval. Ces chevaux sont bien sûr numériques, fruits d'une image de synthèse en mouvement, superposée à l'image transcodée des protagonistes sur scène. Cette image est une référence directe à celle de la très célèbre étude du mouvement d'Edward Muybridge, à l'époque victorienne.
Il était rappelé que ces images ont été cruciales pour le développement de la caméra, ou plutôt du cinématographe, et de la production des premières images animées. Avec Le Cheval de Mubridge, Lepage parvient à la fois à ramener dans son œuvre une impression de familiarité presque rétrograde par rapport au dispositif qu'il met en place, mais bien évidemment, il fait aussi boucle sur l'importance même de ce dispositif. L'avènement du cinéma est marqué d'un imaginaire qui est tiré de celui de la magie, des nuits de la fantasmagorie. C'est un imaginaire qui se décrit par l'étrange, l'expérimental, la confusion, qui joue sur la perception et les relations entre le vrai et le faux. Le spectateur regarde alors le dispositif numérique qui force à voir la scénographie de Lepage comme réflexive. Décrite comme la somme totale des composantes techniques d'une production théâtrale, la scénographie implique, nous l'avons déjà suggéré, la coordination esthétique de tous les éléments signifiants, comprenant aussi ceux qui ne sont pas directement en relation avec la performance physique de l'œuvre. Ainsi, elle repose sur un mélange matériel d'imagination et de savoir-faire, tout en évoquant un certain mode conceptuel qui informe chacune de ses composantes. Le principe de la scénographie, dès lors, concrétise une tension génératrice entre les raccourcis métaphoriques et extensions technologiques. Pour Rachel Hahn, la scénographie doit ainsi être considérée comme un tissu de performance, parce qu'elle lie diverses strates de signification tout en stimulant la construction et réception de l'interprétation du théâtre. Tissu de performance, car les éléments signifiants sont performés et surtout performatifs. À travers une réciprocité sur scène de multiples modalités, signifiants et systèmes de signification, la présence théâtrale, plus que jamais, reflète un hybride phénoménologique toujours en processus de devenir. Les modèles scénographiques conçus par Robert Lepage sont en même temps rigoureusement scriptés et affectivement insaisissables. C'est ainsi le processus unifiant engagé ici qui procure à la scénographie sa pertinence heuristique particulière et certainement à l'ère numérique. Comme Steve Dixon le dit de manière si convaincante dans son ouvrage de référence Digital Performance de 2007, The conjunction of performance and new media has and does bring about genuinely new stylistic and aesthetic modes, as well as unique and unprecedented performance experiences, genres and ontologies. Fin de citation. Revenons alors une dernière fois au Faust de Lepage, adaptation perpétuellement en processus de devenir. Cette œuvre apparaît comme une énième confirmation de la pratique hypermédiale de cet artiste. Le renouvellement continuel, ou la mise à jour ponctuelle de cette adaptation montre ses composantes comme infiniment modulables, tout en soulignant leur interrelation. L'hypermédialité de l'œuvre force le spectateur à induire de la cohérence à travers les diverses strates qui influent simultanément sur l'interprétation. L'œuvre transfère donc la qualité de notre perception de l'interprétation comme lecture vers l'interprétation comme design. Lepage propose une approche progressive de l'adaptation qui reconnaît que l'objet est ouvert et mu par un potentiel actif. De cette manière, l'artiste évite les interprétations essentialistes, fossilisées de surcroît, tout en invitant ses spectateurs à confronter et reconfigurer leurs propres critères d'analyse et de jugement. La damnation numérique n'aurait jamais semblé plus émancipée. Merci beaucoup.